Ok, bonjour à tous et bienvenue donc dans cet épisode 2, aussi connu sous le nom Amphi 5, donc du cours d'optimisation, où on va conclure aujourd'hui sur toute la partie d'optimisation différentielle. Voilà. Donc la dernière fois, nous étions arrêtés à la dualité. Et donc, sans autres transitions, continuons. Alors, la dualité, ça va concerner une nouvelle notion qui est celle de point-celle. Et ça va également concerner un Lagrangien. Donc, pour rappel, le Lagrangien du problème dépend donc de l'état du système X, qui est un élément de Rn, des multiplicateurs de Lagrange du système, qui sont au même nombre que les contraintes, donc dans Rm, et qui est défini comme étant le coût du problème auquel on adjoint lambda transpose fois les contraintes. Bien, alors, on s'intéresse donc aux points-celles de ce Lagrangien, qui sont les points x étoile, lambda étoile, tels que x étoile est un minimum de la fonction à lambda étoile fixée qui est associé à x, le Lagrangien de x et de lambda étoile, et un maximum de la même fonction, mais cette fois-ci à x fixé pour x étoile et qui fait varier lambda. Ou, dit autrement, si le Lagrangien en x étoile et lambda étoile est égal à l'infimum ou au minimum, puisqu'en fait ça va être fini, pour x des L de x lambda étoile, ou au suprêmum, ou d'une autre façon maximum, des lambda appartenant à l'ensemble de définition de lambda, des L de x étoile lambda. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, un point-celle, ça va être une fonction qui va être, mettons, comme ça. Voilà. Où donc on va être en train de maximiser en lambda et de minimiser en x. Et voilà le point qui va nous intéresser, qui va être x étoile, lambda étoile. Alors, pourquoi est-ce que ces points sont intéressants? Eh bien, on va s'en apercevoir rapidement parce qu'ils vont permettre d'être reliés à toute une propriété, ils vont permettre, pardon, via un certain nombre de propriétés, d'être reliés à un certain nombre d'autres éléments du système. Alors, la première propriété qu'on peut voir, c'est la suivante. C'est que si x étoile lambda étoile est un point-celle de L, eh bien alors, non seulement on a les propriétés par définition qui sont qu'on a le sup d'un côté et l'inf de l'autre, mais en réalité, on va pouvoir réécrire les problèmes comme étant le sup des infs du Lagrangien, quel que soit x et quel que soit lambda, et l'inf du sup des Lagrangiens pour x et lambda. Autrement dit, on peut non seulement perdre l'ensemble des points x étoile, lambda étoile et considérer deux problèmes différents, mais en plus on peut inverser ces deux problèmes et ils sont équivalents. Alors, ce problème-là, traditionnellement, on va l'appeler le problème primal. Et ce problème, le problème dual. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce problème, finalement, si on écrit les infs et sup comme étant des min, des max, ce qui est leur cas puisque cette quantité est une quantité qui est finie, eh bien, on retrouve ici, en fait, le problème que l'on avait initialement. C'est-à-dire qu'on va chercher à minimiser f de x plus lambda transpose c de x. Et ce nouveau problème, maintenant, fait intervenir un max. Alors, on va voir pourquoi. Mais si l'on oublie le max pendant quelques secondes, eh bien, on est en train de travailler avec un problème qui était le problème initial. Alors que d'autre part, ici, eh bien, on est en train d'inverser les problèmes et de travailler avec un problème de maximisation sur lambda et un problème de minimisation en x. Alors, faisons la preuve de ce résultat, c'est direct. On a d'une part que L de x et de lambda va être inférieur ou égal au max sur lambda des L de x lambda.
D'accord? On a simplement pris le maximum en lambda ici. Donc maintenant, si on prend le minimum en x, de part et d'autre, on obtient ceci. Et enfin, cette quantité-là ne dépend en fait ni de x ni de lambda, elle est fixe. Donc on peut prendre le maximum ici en lambda. Et on obtient une première inégalité. Alors, vous pouvez noter que pour obtenir cette première inégalité, on n'a utilisé absolument aucune propriété des fonctions autre que celle inhérente à l'ensemble du cadre, c'est-à-dire qu'elle est une fonction de x et lambda, et voilà. Donc c'est un résultat qui va être vrai génériquement. On a maintenant en fait que si on a un point faible, eh bien on a l'inégalité dans l'autre sens. Alors, pourquoi? Eh bien c'est parce que si on regarde le min en x du max en lambda de L de x lambda, et bien en particulier, si on regarde la valeur de cette fonction pour x étoile, on a que ceci est plus petit que le max de x étoile lambda, puisqu'on a choisi un x particulier. Or, par définition, ceci, c'est L de x étoile lambda étoile, puisque x étoile lambda étoile est un point Cel. Et c'est aussi égal au min en x des L de x lambda étoile. Il n'y a pas de point ici. Par définition du point Cel, encore une fois. Et donc, comme on a choisi un lambda étoile particulier, ceci va être inférieur ou égal au max en lambda des min en x dl de x lambda. Et on a donc la deuxième inégalité. Bien. Donc, celle-ci ne fonctionne que si l'on a un point Cel. Celle-ci est en revanche tout le temps vraie. Et dans le cas générique, eh bien, c'est celui où on n'a pas de point Cel et où on n'est donc pas capable d'inverser min et max, on va noter, on va dire que la différence entre ce problème-là et celui-ci est un saut de dualité. Voilà, c'est ainsi qu'on va appeler génériquement. Mais lorsque l'on a un point Cel, on est capable de réécrire et d'inverser les deux problèmes. Alors, prenons un exemple pour montrer que cette propriété est bien spécifique au point Cel et ne serait pas vraie dans un cas générique. Alors, on va prendre une matrice 3-3 qui serait, mettons, 2, 1, 2, 3 et par exemple 4. Puis ici, on va prendre n'importe quoi, donc 5, 4, 3, 2. Alors, 2 est ici bien un point Cel pour cette matrice. Généralise la notion de point Cel parce que ici, on a un minimum dans cette direction et un maximum dans celle-là. Et alors, dans ce cas, si on prend le maximum selon les colonnes, on obtient 5, 2, 4, le minimum 2. Et si on prend le min suivant les lignes, on a 1, 2, 2, de maximum 2. On a donc bien que min du max est égal à max du min. Et ce, parce qu'on a un point Cel. Si ce n'était pas le cas, si on avait pris une matrice qui était, on va garder les mêmes éléments, et puis mettons qu'à la place, on prenne 2 et moins 1, et moins 1 et 3, par exemple. Donc, 2 n'est ici plus un point Cel, puisqu'on est croissant dans cette direction et croissant dans celle-là. Donc, il n'y a absolument aucune notion de min et de max ici.
Eh bien, maintenant, si on prend le max selon les colonnes, on a 5, 3, 3, dont le minimum va être 3, et le min, ici, vaut moins 1 et 2, dont le max est 2. Et ce, parce que on n'a pas de point sel. Donc, cette propriété, ici, on a bien un saut de dualité qui serait égal à 1. Donc, D, qui serait le saut de dualité, qui serait la différence entre le min du max et le max du min, est égal à 1. OK. Alors, pourquoi est-ce que avoir un point sel, c'est important? Eh bien, c'est parce qu'il se trouve que dans le cadre d'un problème d'optimalité, d'optimisation, eh bien, un point sel x étoile lambda étoile du Lagrangien, défini sur x croix R plus M, fournit aussi une solution à un problème de minimisation. Donc le problème 33, c'est le même problème que celui qu'on a vu la dernière fois, c'est le minimum de f de x sous les contraintes c de x inférieur ou égal à 0, où c est une fonction qui va de Rn dans Rm, et où f est une fonction qui va de Rn dans R. Alors, on pourrait se poser une question qui est pourquoi est-ce qu'on est en train de considérer ici R plus et non pas R? Alors, c'est très important de bien comprendre cela. Les problèmes de dualité ont systématiquement des multiplicateurs de Lagrange qui sont à valeur positive. Et la raison pour cela, eh bien, il est lié au résultat de KKT. Les conditions de KKT nous donnaient des lambda i qui étaient tous positifs. Et donc, c'est à cela qu'on va s'intéresser. Alors, montrons ce résultat. Alors, la preuve de ce résultat, elle va reposer sur le fait de montrer qu'effectivement, on a c de x étoile qui est inférieur ou égal à 0 et f de x qui est inférieur ou égal à f de x étoile si x, vérifie c de x inférieur ou égal à 0. Alors, on va considérer donc x étoile lambda étoile, un point sel de L. Donc on sait que L de x étoile lambda étoile va être supérieur ou égal à L de x étoile lambda, et ce, quel que soit lambda appartenant à R plus à la puissance R. Or, L de x étoile, donc ça c'est par propriété du point sel. Ce Lagrangien vaut f de x étoile plus lambda transpose c de x étoile. Et il est donc inférieur à ce Lagrangien qui vaut f de x étoile plus lambda étoile transpose c de x étoile. On peut simplifier de part et d'autre avec les f de x étoile. Et on obtient lambda moins lambda étoile transpose c de x étoile inférieur ou égal à 0, et ce, quel que soit lambda appartenant à R plus M. Donc, on va pouvoir par exemple choisir lambda égale 0, ce qui va nous donner moins lambda étoile c de x étoile inférieur ou égal à 0, et puis lambda égale 2 lambda étoile, ce qui va d'autre part nous donner lambda étoile transpose c de x étoile supérieur ou égal à 0, dont on conclut donc que lambda étoile transpose c de x étoile est exactement égal à 0. On a donc ça. Et par ailleurs, toujours de cette même égalité, si on choisit lambda comme étant lambda étoile plus EI, EI étant un vecteur de la base orthonormée qui vaut de Rm qui vaut 0 pour toutes les coordonnées sauf la IM où ça vaut 1, on obtient alors CI de x étoile qui est inférieur ou égal à 0.
et ce, quel que soit I, entre 1 et M. Soit, dit autrement, C de x étoile est inférieur ou égal à 0. On a donc ceci. Et d'autre part, on a L de x étoile lambda étoile qui est inférieur ou égal à L de x lambda étoile, parce que x étoile et lambda étoile est un point sel. Donc, on en déduit que f de x étoile plus lambda étoile transpose c de x étoile est inférieur ou égal à f de x plus lambda étoile transpose c de x. Ceci, on vient de montrer que c'était égal à 0. Et lambda étoile est, lui, un vecteur de Rm de R plus à la puissance m. Donc, si c de x est inférieur ou égal à 0, f de x est supérieur à f de x étoile. Et ceci conclut la preuve, puisque nous venons de montrer donc que si c de x est inférieur ou égal à 0, donc aux endroits qui nous intéressent, sous les contraintes C, f de x est plus grand que f de x étoile. Et par ailleurs, x étoile est un point qui vérifie c de x étoile inférieur ou égal à 0. Donc c'est bien un minimum de f sous la contrainte C. Et donc une solution du problème 33. Donc, résumons-nous, pour le moment, nous avons montré deux choses. Nous avons montré que si x étoile lambda étoile était un point sel de L, eh bien alors, on avait une solution du problème 33. Et d'autre part, que si on avait un point sel, on pouvait inverser sup et inf et sup pour obtenir que le problème primal était égal à un problème dual. Donc ce sont des résultats qui sont effectivement très intéressants, puisque l'on peut caractériser les minima, puisqu'ils caractérisent une partie des minima du problème. Eh bien, lorsque f et c sont convexes, dans ce cas, on a en fait équivalence entre point sel et solution du problème. Parce que l'on a l'autre partie qui est que si x étoile est une solution du problème telle que les contraintes actives en x étoile sont qualifiées, eh bien alors, il va exister un lambda étoile tel que x étoile lambda étoile est un point sel du Lagrangien. Donc on avait précédemment le fait que si x étoile lambda étoile était un problème du Lagrangien, alors il était une solution du problème 33. Et bien maintenant, on a la contrepartie qui est que si x étoile est une solution du problème 33, eh bien alors, il s'agit d'un point sel du Lagrangien. Donc, on est en train de montrer que dans le cas où le problème est convexe, eh bien, résoudre un problème d'optimisation est équivalent à chercher des points sel du Lagrangien. Alors, faisons la preuve de ce résultat. Donc, on cherche une solution, on suppose que x étoile est une solution du problème telle que les contraintes actives en x étoile sont qualifiées. Alors, ce que ça signifie, pour rappel, ce sont les mêmes propriétés que KKT, c'est-à-dire que les contraintes actives en x étoile sont deux gradients linéairement indépendants. Et on a donc par KKT la chose suivante, qui est que il existe des lambda i positifs, tels que lambda i ci de x étoile est égal à 0, et plus
que le gradient de f en x étoile appartient au cône convexe formé par moins les gradients des CI. On a ces deux choses par KKT. Et puis, x étoile étant une solution du problème 33, on a effectivement aussi que C de x étoile est inférieur ou égal à 0, bien évidemment. Alors, comme C de x étoile est inférieur ou égal à 0, eh bien, quel que soit lambda que l'on prenne qui appartienne à R plus à la puissance n, on a que lambda transpose C de x étoile est inférieur ou égal à 0. Donc, L de x étoile lambda est inférieur ou égal à L de x étoile lambda étoile, puisque ceci est égal à f de x étoile plus lambda transpose cx étoile, et que ceci d'autre part est égal à f de x étoile plus lambda étoile transpose c de x étoile qui vaut 0 par la propriété de KKT. D'accord? Ceci étant négatif, ce que l'on vient de montrer, eh bien on a que f de x étoile, on a effectivement cette égalité. On a donc cela d'une part. D'autre part, si on regarde la fonction à lambda fixée du Lagrangien, pour un lambda quelconque dans R plus m, f et c étant convexes, cette fonction est une fonction convexe. L'important étant que lambda est positif et donc lambda transposé lambda ne modifie pas la convexité de C. Donc, on n'a que L de x lambda étoile est supérieur à L de x étoile lambda étoile plus la dérivée de L par rapport à x en x étoile lambda étoile fois x moins x étoile. Mais la dérivée partielle de L par rapport à x, eh bien, ceci vaut d rang f sur d rang x plus lambda étoile transpose la dérivée partielle de c en x étoile. Or, par les conditions de KKT, on a que ce terme vaut 0. Donc, on est en train de montrer que L de x lambda étoile est supérieur ou égal à L de x étoile lambda étoile. Et si l'on compare au résultat précédent, on a donc un double encadrement, L de x étoile lambda étoile qui est inférieur, quel que soit x, à L de x lambda étoile, et L de x étoile lambda étoile qui est supérieur, quel que soit lambda, à L de x étoile. Et ça, c'est les caractérisations du point CEL, puisqu'on a obligatoirement la caractérisation suivante, puisqu'on a la borne qui est atteinte pour lambda étoile. Donc le max en lambda
qui est égal au min en x c'est-à-dire x étoile lambda étoile point salut. Donc, dans le cas où l'on est avec des fonctions convexes, une fonction objective et des fonctions contraintes qui sont convexes, eh bien, chercher des solutions à un problème de minimisation, cela revient à chercher des poinçelles. C'est ça qui va nous intéresser. Et au passage, le résultat que l'on a qui nous permet d'intervertir l'ordre des problèmes et de travailler sur un problème primal ou sur un problème dual a un intérêt parce que le problème primal que l'on écrit très souvent, qui va être sous cette forme-là, peut parfois être simplifié lorsque on considère le problème dual. Parfois, être en train de travailler sur le max des lambda va nous amener à un autre problème avec des contraintes qui sont plus simples. D'où l'intérêt essentiel de ce résultat liant problème primal et problème dual. Mais plus directement, si l'on raisonne en termes d'algorithme, eh bien, ce qu'on a vu, c'est que quand on est dans le cas convexe, en tout cas, eh bien, on va chercher des poinçelles, finalement. C'est eux qui vont nous intéresser. Eh bien, dans ce cas-là, on peut simplement travailler directement avec le Lagrangien. Et c'est ce que fait l'algorithme d'Usawa, que vous allez mettre en pratique en TP, jeudi, d'ailleurs. Alors, l'algorithme d'Usawa, il fait la chose suivante. Il va, à chaque itération, d'une part, essayer de minimiser en x et d'autre part, de maximiser en lambda. Donc, on se donne x0 et lambda 0 initiaux. Donc, on part de x0, lambda 0. Lambda 0 qui appartient à R plus M, d'ailleurs, il y a une typo. Et à chaque itération, voilà ce qu'on fait. On fait deux choses. On cherche à résoudre, on se fixe lambda k, et on va chercher à minimiser en x le Lagrangien. La solution de ce premier problème, on va la noter xk plus 1. Et dans un second temps, on fixe xk plus 1 et on va chercher à maximiser en lambda. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va prendre lambda k plus 1 comme étant, oublions le projeter pour une seconde, comme étant égal à lambda k plus alpha c de xk plus 1. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme? Eh bien, c de xk plus 1, c'est rien d'autre que la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à lambda. Transpose, évidemment, en xk plus 1. Et en lambda k, peu importe, puisqu'il n'en dépend pas, en réalité. Donc, ce terme, lambda k plus alpha c de xk plus 1, c'est en fait une descente de gradient, ou plutôt une montée de gradient, parce que comme on est en train de travailler avec un problème de maximisation, eh bien on va choisir comme direction plus le gradient directement. Et c'est en fait, ce qu'on est en train de faire ici, c'est en fait une montée de gradient à pas fixe. Le pas fixe étant alpha. Alors évidemment, on pourrait faire autre chose. On pourrait par exemple choisir Wolf pour choisir ce pas ou autre. Bref. Mais donc, on est simplement en train d'une part de minimiser en x et d'autre part de maximiser en lambda. Voilà l'algorithme d'Usawa. Alors, on ajoute à cet algorithme un dernier élément qui est cette projection. Donc, lambda devant appartenir à R plus M, on projette ce terme sur R plus M. C'est-à-dire que si une des coordonnées de lambda k plus alpha ci de x k plus 1 est négative, on la prend positive, égale à 0.
très exactement. Alors cet algorithme, il fait partie des familles d'algorithmes qui sont très fréquemment utilisés. Mais une autre famille très importante que je voudrais maintenant détailler, c'est celle que l'on appelle la méthode des contraintes actives. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? On va le voir tout de suite sur une typologie de problèmes que l'on va appeler des problèmes de programmation quadratique. Alors les problèmes de programmation quadratique, ils consistent à minimiser une fonction qui est une fonction quadratique. Donc très souvent, ces problèmes, on va les appeler QP, pour leur sigle anglais qui est Quadratic Programming. Donc f est quadratique. C, elle, est linéaire. Voilà, donc c'est une très grande famille de problèmes qui fait partie des problèmes qu'on a déjà pu traiter en TD ou en TP. Alors, en quoi consiste l'algorithme des contraintes actives? Eh bien, l'idée va être la chose suivante. On va partir, ou plutôt à une itération K, on travaille avec un XK et un WK. XK est le candidat, le point candidat pour être notre minimum. WK, ça va être un sous-ensemble des contraintes qui sont actives en XK. Donc on a un certain nombre de contraintes qui sont actives en XK et on en considère qu'un certain nombre d'entre elles. Alors à l'itération K, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que XK est un minimum sous WK? C'est-à-dire si on se fixe uniquement les contraintes qui sont dans WK, est-ce que XK est un minimum? Eh bien, si oui, on a résolu notre problème. Alors, comment est-ce qu'on résout cette question? Eh bien, on va regarder les signes des multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes qui sont dans WK. Et si ce n'est pas le cas? Si, à une itération K, on n'a pas un minimum sous les contraintes WK, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher PK, une direction d'amélioration. Alors, s'il en existe une, on la suit, évidemment. Et on va essayer d'améliorer. Mais peut-être qu'éventuellement, on va se retrouver bloqué. Donc, on la suit et on améliore. XK plus 1 à l'aide de ce PK. C'est-à-dire qu'on va choisir XK plus 1 comme étant XK plus un alpha de PK. Alors, on va éventuellement, en faisant ça, se retrouver bloqué par, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir choisir n'importe quel alpha. Dans la direction PK, on va s'arrêter parce qu'on peut éventuellement être bloqué par une nouvelle contrainte. Et bien dans ce cas-là, on l'ajoute à WK, cette nouvelle contrainte, qui nous donne WK plus 1. Alors ça, c'est ce qui se passe si PK existe. Mais si PK n'existe pas, c'est-à-dire que quelle que soit la direction dans laquelle on se tourne, on ne peut pas trouver de direction d'amélioration. Ça signifie qu'on a une contrainte qui va nous bloquer. Et bien, donc dans ce cas-là, on va retirer de WK la contrainte qui a le lambda le plus petit. C'est-à-dire que, autrement dit,
Dans cette catégorie, si on se retrouve dans ce cas, eh bien, comme on n'est pas un minimum, on a obligatoirement le fait qu'un certain nombre des multiplicateurs de Lagrange vont être négatifs. Et comme on ne peut pas améliorer, donc quelle que soit la direction qu'on cherche, on ne peut pas améliorer le xk plus 1, ça signifie qu'il va y avoir une contrainte qui va être trop bloquante. Et cette contrainte, on va la retirer du problème, on va la retirer de wk, et on choisit celle-ci comme étant celle qui a le lambda qui est le plus négatif, donc le lambda le plus petit. Et à partir de là, on boucle. On reprend xk plus 1, on vérifie si c'est un minimum, etc. Voilà l'idée de l'algorithme. Alors, on va regarder maintenant plus en détail et plus précisément à quoi il correspond, et vous allez retrouver ici toutes les conditions que je viens de vous détailler. Alors, on commence donc avec W0, un ensemble de travail de départ, et X0, un point de départ, candidat. On va vérifier à chaque fois si XK est effectivement un minimum de F sous les contraintes WK. Comme je vous le disais, on va faire cette vérification en calculant les multiplicateurs de Lagrange associés. S'ils sont au positif, ça signifie qu'on a un minimum. S'ils ne le sont pas, on va essayer de résoudre le problème de minimisation sous WK. Alors pour ça, on va chercher une direction PK. Cette direction PK, on va la choisir comme étant la minimisation de ce problème-ci. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est à choisir xk plus 1 comme étant xk plus pk, tel que AI transpose xk plus 1 soit égal à AI transpose xk. Donc, pour avoir toutes les conditions des WK. Donc, c'est-à-dire que xk plus 1 appartiennent toujours à l'ensemble des contraintes actives WK. Donc, ces deux conditions impliquent que AI transpose PK est égal à 0. D'où cette condition ici. Et d'autre part, bien ceci, vous pouvez faire le calcul. Il s'agit en fait, à une constante près, de la fonction qu'on cherchait à minimiser, Q, en xk plus pk. Donc plus p, mettons, puisque p n'a pas encore été défini. Pk va être la solution de ce problème. Donc on va chercher à obtenir le Q le plus petit tout en restant dans l'ensemble des WK. Voilà ce que traduit ce problème. Alors, on va faire une disjonction de cas. Donc, si pk est différent de 0, c'est-à-dire que pk existe finalement, ou si pk n'existe pas. Alors, si pk existe, on va progresser de alpha k. On va choisir xk plus 1 comme étant xk plus alpha k dpk. Alors, ce alpha k, il est choisi comme étant le minimum entre 1 et un autre terme. Cet autre terme, finalement, il traduit si oui ou non une contrainte est bloquante. C'est-à-dire qu'on a ceci qui est plus petit que 1, si et seulement si on va avoir une nouvelle contrainte qui n'appartient pas à WK, qui va être finalement active, et sous laquelle on passerait si jamais on choisissait un alpha qui était plus grand. Donc on va s'arrêter à plus petit, pardon. Donc on va s'arrêter à cela. D'accord ? Donc si alpha k est strictement positif, eh bien il va exister une contrainte qui va nous bloquer, et donc on va mettre à jour WK plus 1 en WK union J. On rajoute une des contraintes qui est bloquante. Et sinon, on garde WK plus 1 égale WK. Voilà, donc ça c'est dans le cas où on a effectivement une direction d'amélioration candidate qui fonctionne. Si en revanche on n'en a pas, eh bien dans ce cas-là, on va calculer les multiplicateurs de Lagrange, et on a deux cas. Soit tous les multiplicateurs de Lagrange sont positifs, et bien alors auquel cas on arrête, parce qu'on vient de trouver un minimum, et tout va bien selon les conditions de KKT. Et sinon, on élimine de WK la contrainte ayant le plus petit multiplicateur de Lagrange. Voilà. L'algorithme des contraintes actives. Pour un problème QP, évidemment.
Donc un algorithme de contrainte active, en fait, finalement, l'idée va être de travailler uniquement avec un certain nombre de contraintes actives. Et au fur et à mesure, de vérifier si l'on a un point qui est candidat, puis de mettre à jour cet ensemble de contraintes actives selon un certain nombre de règles heuristiques et une certaine logique. Un autre type d'algorithme de contrainte active s'applique à des problèmes qu'on va appeler des problèmes LP, donc linéaire programming, c'est-à-dire des problèmes qui ont non seulement des contraintes linéaires, mais également des fonctions linéaires. Donc c'est-à-dire minimiser AX, on va dire A0, X sous contrainte AX inférieur ou égal à B. Voilà, ça c'est un problème de type LP. Et ces problèmes-là, on peut les résoudre par des algorithmes qui sont d'autres algorithmes de contrainte active, qui s'appellent les algorithmes de simplex et qu'on verra en TD. Alors, on va essayer d'illustrer tout ça un petit peu, ou du moins quelques itérations de cet algorithme pour mieux comprendre sur un problème. On va prendre comme étant le suivant. Donc on va minimiser Q de x qui va être alors x1 moins 1 au carré plus x2 moins 5 demi au carré. Et les contraintes que l'on va se fixer, ça va être les suivantes. Elles vont être au nombre de 5. Alors, la première, ça va être 2x2 moins x1 inférieur ou égal à 2, ou plutôt moins 2 inférieur ou égal à 0. C'est moi. L'autre, x1 plus 2x2 moins 6 inférieur ou égal à 0. Ensuite, x1 moins 2x2 moins 2 inférieur ou égal à 0. C4 égale moins x1 inférieur ou égal à 0. Et C5 moins x2 inférieur ou égal à 0. Donc représentons ça sur un dessin. Alors, la première contrainte va passer par ces points. OK. Ça, c'est la contrainte 1. La deuxième contrainte va passer par ce point et par ce point. La troisième contrainte va passer par ces deux points. Donc là, c'est la contrainte 3. Et enfin, la quatrième contrainte, donc c'est pour les x1 positifs, on est là. Et la dernière est ici. Donc voilà l'ensemble sur lequel on va travailler. Il est ici. OK. Alors, si je le représente en dessous pour gagner un peu de place, un peu de lisibilité, je veux dire plutôt. Ça nous donne ceci.
ceci, ceci et ceci. OK. Et les contraintes correspondantes sont donc la contrainte 1, 2, 3, 4 et 5. Et la fonction qu'on cherche à minimiser va donc être située avec un centre ici, et c'est un cercle dont voilà les lignes de niveau. Donc on voit bien, géométriquement parlant, que le minimum va être atteint sur un point ici avec une contrainte 1 active, par exemple. Voilà, ce serait le point candidat à être minimum. Mais ça, de but en blanc, on ne le sait pas. Donc, on va travailler avec l'algorithme des contraintes actives précédents et on va partir par exemple de x0 qui va être égal à 2, 0, et donc c'est-à-dire ce point. Et les contraintes actives correspondantes que l'on va prendre vont donc être les contraintes 3 et 5. Alors, la première chose à faire, ça consiste à vérifier si x0 est un point minimum sous les contraintes 3 et 5. Donc, pour faire cela, on va regarder quels sont les multiplicateurs de Lagrange associés à chacune des contraintes, et si oui ou non, ils sont positifs. Donc on va résoudre ceci. Le gradient de f en x0, ça nous donne du 2, puis du moins 5. Le gradient de C3, c'est du 1 et du moins 2. Et le gradient de C5, c'est 0 et moins 1. Donc ça nous donne lambda 3 égale moins 2. Et lambda 5 égale moins 2, moins 2, 4, moins 5, moins 1. Lambda 5 égale moins 1. Je n'ai pas fait de bêtises. Peu importe pour lambda 5 de toute façon, l'important c'est que tous ces termes, que lambda 3 est négatif par exemple, et lambda 5 également. Donc, mais lambda 3 en tout cas est négatif. Donc, on ne peut pas avoir de minimum, c'est impossible. Bien, donc maintenant que nous avons cela, nous savons que x0 n'est pas un minimum. Eh bien, on va suivre la procédure du contrainte active, donc qui va consister à retirer la contrainte qui a le plus petit multiplicateur de Lagrange, le multiplicateur de Lagrange qui est le plus négatif. Donc ici, c'est lambda 3. Donc on va choisir x1 inchangé, qui est toujours de 0, et w1, qui maintenant est 3, 5, tout seul. On retire 3. OK. Alors maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va chercher une solution au problème Q de x1 plus p. x1, ici, excusez-moi, il y a peut-être une petite incompréhension. x1, c'est le premier itéré des xk, donc c'est un vecteur à 2 dimensions. Nous sommes dans R2. Donc on va chercher ceci sous la contrainte que, eh bien, que la contrainte 5, donc ça signifie P2 égale à 0. Et Q de xp, de x1 plus p, pardon, ça nous donne du 1 plus p au carré
plus moins 5 demi au carré. D'où le fait que, pardon, c'est plus P1, puisque P2 est égal à 0. Donc on obtient P1 égale moins 1, et on calcule alpha, donc qui va être le minimum entre 1 et tous les autres termes que je ne réécris pas, et on met à jour x2 suivant x1 moins alpha. Voilà. Alors, il faudrait faire le calcul ici de tous les termes qui apparaissent dans le ratio que l'on voit dans l'algorithme des contraintes actives. Je ne le fais pas. On trouverait soit sur 1, soit... Donc, mettons que ce soit sur 1, auquel cas x2, donc pardon, c'est moins alpha, du coup, fois p, qui est égal à 1, 0. Et auquel cas, x2 va être égal à 1, 0. Sinon, x2 va être égal à 2 moins alpha, 0. Et on continue, on suit la procédure. En fait, on pourrait montrer que, finalement, on converge effectivement vers le bon point, ici, 1. Voilà pour l'ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on détaille toute cette procédure? Eh bien, c'est parce que cet algorithme de contrainte active, il est également très fréquemment utilisé pour les problèmes qui sont non linéaires. Sous une forme que l'on appelle SQP. Donc, pour QP étant la forme quadratique programming usuelle, et S pour sequentially. C'est-à-dire que l'idée va être, lorsqu'on a une fonction f qui n'est pas quadratique a priori, eh bien on va localement l'approximer par une fonction quadratique. Travailler avec ce Q de x, le résoudre par méthode des contraintes actives pour algorithme QP, puis mettre à jour près du nouveau point que l'on a obtenu, le f de x, l'itérer, et procéder ainsi par récurrence pour finalement résoudre le problème d'optimisation initial qui nous intéressait. On fait de même, évidemment, sur les contraintes, donc selon une théorie et une méthodologie qui sont spécifiques. Mais voilà, les idées que je vous ai présentées ici sur le cas d'un problème quadratique se généralisent en fait pour des fonctions beaucoup plus génériques. Voilà, donc tout ça nous clôt l'ensemble des éléments qui sont utilisés pour l'optimisation différentiable. Et on va maintenant aborder un nouveau chapitre et une dernière étape, celle de l'optimisation de problèmes non différenciables, mais toujours en dimension finie. Alors, dans ce nouveau chapitre, ce qui va nous intéresser, ça va être à nouveau de chercher à minimiser une fonction f de x avec c de x inférieur ou égal à 0, mais maintenant, les fonctions f et c que l'on considère ne sont a priori pas différenciables. Et ça va changer beaucoup de choses, puisque comme vous l'avez pu le voir précédemment, systématiquement, on utilisait des gradients, des hessiens, etc. Donc, gradient et hessien, par exemple, pour tout ce qui était méthode de descente, mais lorsqu'on regarde sur KKT, par exemple, les conditions nous étaient également données sur des conditions de gradient. Le gradient devait appartenir au cône convexe des gradients des contraintes actives, moins le gradient des contraintes actives. Donc, on utilisait systématiquement des éléments qui nécessitaient que la fonction soit différenciable. Alors, on pourrait se dire que finalement, pourquoi est-ce qu'on s'embête avec des éléments non différenciables? Parce que on peut voir, c'est une propriété qui est dans le chapitre 1. On sait que si une fonction est convexe et non différenciable, eh bien, le nombre, les éléments plutôt, les points où la fonction n'est pas différenciable, représentent un ensemble qui est négligeable dans Rn. Donc on pourrait dire que ce serait vraiment pas de peau si, numériquement parlant, on tombait sur un de ces points, et que ça se produirait relativement peu en pratique, et donc on pourrait les ignorer. Alors, c'est un raisonnement qui est assez juste, sauf que au-delà du problème d'existence ou non des gradients, le fait que la fonction soit non différenciable,
eh bien, ça va structurer la fonction et faire que, fondamentalement, les algorithmes que l'on utilise dans le cas différentiel ne peuvent pas fonctionner. Alors, laissez-moi vous donner un exemple très basique pour essayer de vous illustrer ça. Si on prend par exemple la fonction valeur absolue et qu'on dit qu'on va lui appliquer un algorithme de gradient, par exemple. Donc, la fonction valeur absolue, on sait qu'elle va être différenciable, quelle que soit, elle est convexe, et elle va être différenciable sauf en l'origine. Donc, ici, sa dérivée va être moins 1, et ici, plus 1. Bien. Alors, mettons qu'on applique maintenant un algorithme de gradient pour essayer de trouver le minimum de la fonction. Avec un pas alpha, par exemple. Et qu'on démarre d'ici. Alors, mettons que le pas alpha soit suffisamment grand, donc on est à x0 ici, soit suffisamment grand pour nous permettre d'arriver de l'autre côté. Donc, on peut noter que comme on a moins 1, effectivement, moins 1, on arrive ici, d'accord? Mais alors, que va-t-il se passer ici, si l'on est effectivement capable de rejoindre l'autre côté? Eh bien, à l'itération suivante, 2xk plus 1, on va simplement revenir à x0. Puisque le gradient ici vaut simplement moins le gradient d'ici. D'accord? On a le même terme. Et en fait, on va rebondir systématiquement. Et on ne va jamais changer de point. D'accord? Alors, on pourrait dire que là, c'est un choix du alpha, qui fait que, bon, bah, on est bloqué. Sauf qu'en fait, systématiquement, ça va se produire. C'est-à-dire que si l'on choisit un alpha qui est plus petit, bien, qu'est-ce qui va se produire? On va pouvoir potentiellement ne pas franchir, être en train de dire qu'avec un alpha plus petit, on va rester ici, ce qui est possible. Sauf qu'à un moment donné, on va franchir de l'autre côté. Et ce phénomène d'itération successive et de non-convergence va se produire plus près, mais va se produire. Donc, plus on va choisir un alpha qui est petit, plus on va se rapprocher du minimum et on va avoir un voisinage ici qui va être de taille petite, mais la méthode ne peut pas converger. C'est impossible. Donc, structurellement parlant, sur ce type de problème, eh bien, les méthodes de gradient ne peuvent pas, à pas fixe du moins, ne peuvent pas converger, contrairement aux problèmes que l'on a lorsque l'on est avec une fonction différentiable. Donc, il nous faut donc, pour ce type de problème, mettre en œuvre des algorithmes et des méthodologies spécifiques, ce qui nécessite donc d'introduire un certain nombre d'outils, tout d'abord. Donc, c'est ce que nous allons faire dans le reste de cette vidéo. Nous allons essayer de définir ce qu'est la transformée de Fenchel. Alors, cette transformée de Fenchel, elle porte sur une fonction f qui va de Rn dans R et qui est quelconque. Elle n'est pas obligatoirement convexe ici. Donc, la transformée de Fenchel, qu'on appelle aussi la conjuguée de Fenchel, ça va être une fonction f étoile qui est définie pour phi appartenant à Rn comme étant le sup sur Rn des phi transpose x moins f de x. Alors, on va essayer de représenter graphiquement à quoi cela correspond. Donc, on va prendre cette fonction, par exemple, f, et choisir un phi donné, et la fonction phi transpose x, ici. F étoile est donc défini comme étant le sup, ou le max, plutôt, puisqu'ici il va être atteint, de phi transpose x moins f de x. Donc, du maximum entre cette courbe rouge et notre fonction en noir. Et elle est atteinte ici, ici. En vert, nous avons donc f étoile de phi. Alors, on peut noter quelque chose qui est que ce maximum, eh bien, il va être atteint pour le point
de la courbe de f où la dérivée est exactement égale à phi. C'est-à-dire que si l'on appelle x phi ce point, donc le point coordonnée x phi, on a que f' de x phi est égal à phi. Alors, on peut le voir ça analytiquement. Donc, si f est C1, on peut regarder les points critiques de cette fonction. Alors, on va regarder ici le cas n égale 1, pour avoir un peu d'intuition. Donc, on a phi moins f' de x, soit f' de x phi qui est égal à phi. Donc, ce qui est bien ce qu'on avait graphiquement. Et par ailleurs, si on regarde ce que vaut f étoile en f étoile, eh bien, c'est par définition phi transpose x phi moins f de x phi. Donc, la dérivée de phi, de f étoile en phi, c'est phi. Pardon, il n'y a pas de transpose, on est dans le cas 1D. Donc, ce que l'on est en train de dire, eh bien, c'est que sous l'effet de f étoile, on inverse point et pente. Donc, si on représente ça graphiquement, bien, si on a une fonction f, fonction de x, qui en un point x phi admet une pente phi, sa transformée de Fenchel qui lui correspond va admettre en phi une pente x phi. Alors, si l'on considère maintenant un cas non différenciable, par exemple, donc mettons que l'on ait en un point xc un sous-différentiel qui soit phi a, phi b. Donc on a deux pentes, pardon, c'est très mal dessiné. Hop, voilà, ça ce serait phi a. Et ici, une autre pente, phi b. Donc celle-ci n'existe pas. Donc des rangs de f en xc, c'est l'intervalle phi a, phi b. C'est notre sous-différentiel. Alors, que se passe-t-il sur le f étoile qui correspond? Eh bien, on sait que l'on a une certaine variation de fonction et que en cette pente ici, on va arriver avec une pente xc. Et de même, en phi b, on va avoir une pente xc, puis une autre variation ici. Et l'on est en train de dire ici que, quel que soit phi entre phi a et phi b, ce phi va appartenir au sous-différentiel en xc. Donc en fait, tous les points que l'on a ici vont être reliés par une pente xc. Donc nous avions une fonction qui était non différenciable en xc, et nous récupérons une fonction qui, elle, est différenciable en phi. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'on a bien un continuum. Ici, les pentes que l'on avait précédemment vont être inférieures à xc, ça va être tous les x que l'on a ici, et là, supérieures à xc, tous les x que l'on a ici. Donc on a bien quelque chose de continu qui est inférieur à xc, qui arrive à xc, qui continue et qui repart. Donc on a obtenu quelque chose qui, lui, est différenciable, contrairement à la fonction que l'on avait originellement. Par ailleurs, essayons de prendre
une certaine fonction qui n'est pas convexe. Eh bien, que se passe-t-il? On va essayer, je vais essayer de le faire, allez, comme ça, par exemple. Et on va regarder ce phi transpose x là, par exemple. Bien, on voit que la fonction va admettre plusieurs endroits où on a une pente de phi. Mais, en revanche, il ne va y avoir qu'un seul endroit où on va avoir quelque chose qui est sup. C'est-à-dire que donc, même si l'on a plusieurs endroits où l'on a une pente qui est égale à phi, eh bien, sur la fonction f étoile, lui, il ne va lui correspondre qu'un seul point, qui est celui-ci. Donc, on va retirer ces bosses, quelque part. Donc, elle va être un des effets de f étoile. Donc, la fonction que l'on va obtenir ici va, en toute vraisemblance, comme on ne va lui faire parvenir qu'un seul élément, être convexe. Alors, et c'est effectivement le cas puisqu'on dispose du résultat suivant. Donc, quelle que soit la fonction f qui va de Rn dans R que l'on considère, donc elle peut être non convexe en particulier, et bien f étoile, lui, va l'être. Alors, faisons la preuve de ce résultat. Donc pour cela, on va montrer que l'épigraphe de f étoile est convexe. Et pour ce faire, on va essayer de caractériser l'épigraphe plus avant. Donc, on a que phi y appartient à épi de f étoile, si et seulement si y est supérieur ou égal à f étoile de phi, qui par définition est le sup sur x des phi transpose x moins f étoile de moins f de x. Alors, on va appeler ça une fonction hx de phi. Et étant donné que on a un sup dans la définition de f étoile, ceci est équivalent au fait que pour tout x appartenant à Rn, y est supérieur à hx de phi. Soit, pour tout x appartenant à Rn, y phi y appartient à l'épi de hx. Ou encore, phi y appartient à l'intersection pour x appartenant à Rn des épis de hx. Or, hx, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la fonction qui a x, qui a phi, associe phi transpose x moins fx, où f de x est une constante, et le terme phi transpose x, lui, est affine en phi. Donc, hx est une fonction qui, elle, est affine, et donc convexe. Bien. Hx étant convexe, et bien cet épigraphe est convexe. Or, l'intersection d'ensemble convexe est inconvexe. Donc, cet ensemble est convexe. Or, on vient de montrer que cet ensemble, eh bien, c'était l'épigraphe de f étoile. On peut donc conclure que l'épigraphe de f étoile est convexe. Et donc finalement, que f étoile est convexe. Bien. On a donc le résultat voulu. Maintenant, un autre résultat dont on dispose, c'est le suivant. On va considérer la biconjuguée, donc qui va être la fonction f double étoile
qui est définie comme suit, comme étant la conjuguée de Fenchel appliquée à la conjuguée F étoile. Donc, on considère le sup des phi de x transpose phi moins F étoile de phi. F seconde est donc une fonction qui va de Rn dans R, comme F étoile l'était précédemment. Eh bien, le résultat suivant nous dit que cette biconjuguée F étoile admet pour épigraphe l'enveloppe convexe de épi de F. Alors, l'enveloppe convexe, il s'agit du plus petit ensemble convexe qui contient, bien, en l'occurrence, qui va contenir épi de F. Voilà. Alors, donc, ça signifie qu'on est en train de convexifier la fonction f. À partir de l'épi de f, on obtient pour f double étoile l'enveloppe convexe de l'épi de f. Donc, la biconjuguée a pour effet de convexifier la fonction f originelle. Et épi de f, qui lui n'était pas un convexe, en devient un via l'enveloppe convexe. Et on dispose alors du théorème suivant, qui est le théorème de Morrow-Fenchel, qui nous dit que on a f double étoile qui est égal à f, si et seulement si f est convexe. Alors, le lien entre ces deux résultats, eh bien, il est immédiat, c'est-à-dire que si on admet le théorème 30, le théorème de Morrow-Fenchel n'est plus qu'une conséquence de ce théorème 30. En effet, l'épigraphe de f étant de f double étoile étant l'enveloppe convexe de pi de f, eh bien on a que cette enveloppe convexe est égale à pi de f si et seulement si pi de f est un convexe. Et donc si et seulement si f est convexe. Alors, une autre propriété qu'on a, c'est que on a le lien entre dérivée et pente qu'on avait précédemment. C'est-à-dire qu'on avait montré précédemment que un des effets de la transformée de Fenchel était d'inverser point et pente que l'on considérait. Eh bien, on peut formaliser ce résultat pour une fonction f qui va de Rn dans R, comme suit, c'est-à-dire que phi, un élément de Rn, appartient au sous-différentiel de f en x, qui est un sous-ensemble de Rn, si et seulement si. Donc phi appartient à des ronds f de x, si et seulement si x appartient à des ronds de f étoile en phi. Donc on a bien inversé point de la sous-différentielle et sous-gradient. Et maintenant, x appartient à des ronds f étoile de phi. Alors, faisons la preuve de ce résultat. Donc, pour ce faire, on va considérer f qui est convexe. Donc, si on s'intéresse à la fonction qui, à x, associe f de x moins phi transpose x, eh bien, elle est convexe à son tour, comme la somme d'une fonction convexe et d'une fonction linéaire. F est convexe. Donc, on sait qu'elle va admettre un minimum. En un point, si et seulement si 0 appartient au sous-différentiel. Donc, je vais appeler h cette fonction, au sous-différentiel de h en x étoile. Donc, pardon, on va mettre un minimum en x si et seulement si 0 appartient à des ronds h de x. Or, des ronds h de x, à quoi c'est égal? Eh bien, ça va être relié au différentiel de f, donc au sous-différentiel de f en x, moins le sous-différentiel de phi transpose x qui est phi. Et ça, c'est équivalent au fait que phi appartienne au sous-différentiel de f en x.
Donc, récapitulons, nous sommes en train, autrement dit, de dire que phi appartient à des ronds f de x, ceci, eh bien c'est équivalent au fait que la fonction h admette un minimum en x. Donc h, la fonction qui à x associe f de x moins phi transpose x. Alors, on va appeler x étoile ce point minimum pour simplifier les notations. Donc h admet un minimum en x étoile. Ok. Or, f, c'est une fonction qui est convexe. Donc, on vient de voir par le théorème de Morrow-Fenchel que f est égal à f double étoile, et donc f de x est égal à f double étoile de x. Alors ça c'est par Morrow-Fenchel. Et le fait que f est convexe. Donc, ceci est équivalent au fait que une certaine fonction qu'on va appeler h0, qui à x associe f double étoile de x moins phi transpose x, admette un minimum en x étoile. Un minimum, pardon, pas un maximum. Ok. Et en changeant de signe, c'est équivalent au fait que la fonction qui à x associe phi transpose x moins f double étoile de x admette un maximum cette fois-ci en x étoile. Mais ce maximum, le maximum de cette fonction, c'est rien d'autre que la transformée de Fenchel, puisque f double étoile est égal à f. Donc, f étoile de phi est égal à phi transpose x étoile moins f double étoile de x. Ce que l'on peut réécrire comme étant f double étoile de x est égal à phi transpose x étoile moins f étoile de phi. Et ceci signifie, par définition de la biconjuguée de Fenchel, que la fonction qui a S associe S transpose x étoile moins f étoile S admet un max en phi. Et de même, on peut réutiliser les mêmes arguments pour montrer que phi, que x étoile, appartient à des ronds f étoile de phi. Ok, on a donc montré le résultat que l'on cherchait à prouver, à savoir que point et tangente sont inversés par la dérivée de Fenchel et que donc x et phi sont inversés. Alors, un dernier résultat qu'on a qui est particulièrement fort, ça va être un résultat de régularisation qui prouve la deuxième propriété qu'on avait vue tout à l'heure, qui était qu'en fait la transformée de Fenchel va avoir un effet de régularisant et de dérivabilité. Donc, plus exactement, on va s'intéresser aux fonctions qui sont fortement convexes. Eh bien, dans ce cadre, on va être capable de montrer que f étoile va être de classe C1 sur Rn. Donc, on a une fonction qui est suffisamment régulière. Par ailleurs, on a des propriétés sur le gradient qui est qu'en fait le gradient de f étoile va être l'argmax de phi transpose x moins f de x, x appartenant à Rn. Donc c'est-à-dire l'argument pour lequel cette fonction admet son maximum. Alors on va faire la preuve de ce résultat. Donc qui consiste à utiliser le fait que f étoile est donc le sup de phi transpose x moins f de x par définition, pour x appartenant à Rn. F est une fonction qui est fortement convexe, et phi transpose x est une fonction qui est affine. Donc,
ce maximum va bien être atteint en un unique point. Donc, la fonction qui a x associe phi transpose x moins f de x admet un unique minimum, maximum, qui est d'ailleurs global, en x étoiles. Et ça, c'est parce que f est fortement convexe. Et ce x étoile, eh bien, il va être tel que 0 appartient à des ronds f de x étoile. Il faut que j'appelle ça h, donc des ronds h de x étoile. Alors, ce des ronds h de x étoile, eh bien, on va pouvoir le relier à des ronds f, alors phi, d'une part, moins des ronds f de x étoile. Donc 0 appartient à des ronds h de x étoile, si et seulement si, phi appartient à des ronds f de x étoile. Or, des ronds f de ceci, on vient de montrer que c'était équivalent au fait que x étoile appartenait à des ronds f étoile de phi. Or, x étoile, eh bien, on sait qu'il est unique. Donc, on peut déduire de cela que des ronds f de phi est un singleton. C'est-à-dire que f étoile, oui, pardon, c'est des ronds f étoile partout ici. Donc, f étoile est différenciable en phi. C'est un résultat qu'on avait vu dans le chapitre 1, qui était qu'une fonction était différenciable en un point si et seulement si son différentiel était réduit à un singleton. Donc, on a la différenciabilité de f étoile en tout point phi, puisque ce x étoile est un minimum, et par ailleurs, ce x étoile est caractérisé comme étant l'argmax. Donc, si on résume l'effet de la transformée de Fenchel, Fenchel va nous donner deux propriétés importantes. La première, c'est qu'on va pouvoir convexifier les fonctions. C'est-à-dire que f double étoile va être l'enveloppe convexe de f. Alors, plus rigoureusement, c'est qu'on l'épigraphe de la biconjuguée va être l'enveloppe convexe de l'épigraphe de f. Et on a une deuxième propriété qui est celle de régularisation. Donc, pour les fonctions fortement convexes, f étoile va être une fonction de classe C1, et ce, quel que soit f. Donc, ce sont deux propriétés très importantes de la transformée de Fenchel, que nous exploiterons plus avant la semaine prochaine. Voilà, alors merci d'avoir suivi jusqu'ici, et puis bonne semaine.